Alors, les objectifs de la loi de transition énergétique sont multiples. Je dirais le premier, c'est efficacité énergétique pour réduire les émissions de carbone. C'est une préoccupation tout à fait louable dans le contexte actuel. Simplement, ce qu'on peut observer, c'est que la barre a été fixée assez haut puisqu'on veut faire une réduction extrêmement forte de la consommation d'énergie finale. Alors je crois que là, il faut voir quel est le coût qui sera associé à cette réduction. Mais le fait d'aller vers une réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, c'est, je dirais, un objectif qui est commun, on le voit bien, c'est un des grands objectifs de la réunion de la fin de l'année 2015. Mais il n'y a pas seulement cet objectif, il y a d'autres objectifs. C'est de développer, le second, c'est de développer les énergies renouvelables, donc faire monter la part des renouvelables, à la fois dans la consommation d'énergie finale, aussi bien dans les transports, par exemple avec le GNV, le gaz naturel véhicule, le véhicule électrique, mais aussi dans le secteur tertiaire et dans le secteur des bâtiments, et bien sûr dans la production d'électricité. Le troisième objectif, c'est de réduire la part du nucléaire à l'horizon 2025 à 50% au lieu de 75% aujourd'hui. Le quatrième objectif, c'est de maintenir quand même la puissance nucléaire installée à 63,2 gigawatts, puisque le Sénat avait souhaité augmenter, je dirais, le seuil. L'Assemblée nationale est revenue au seuil initial, c'est-à-dire 63, c'est-à-dire la puissance actuelle. Alors quand on regarde ces objectifs, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas nécessairement compatibles. Parce que si vous voulez maintenir à 63,2 gigawatts la puissance nucléaire installée, ça veut dire que si on utilise correctement cette puissance, sinon c'est pas intéressant, ce serait pas rentable. Ça veut dire qu'on va produire à peu près 400 TWh d'électricité nucléaire par an. Si on veut que ces 400 TWh d'électricité nucléaire produits chaque année en France ne représentent que 50% de la production d'électricité, ça veut dire qu'on va consommer beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui. Et si dans le même temps on veut réduire la consommation d'énergie finale, et notamment d'énergie électrique, alors là je ne vois pas comment on peut concilier le premier objectif avec le troisième. Alors, elle a une préoccupation très forte des objectifs climatiques et c'est très louable. Moi je pense, si vous voulez, que l'objectif c'est bien en effet d'aller vers des énergies décarbonées, le nucléaire faisant partie des énergies décarbonées, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer les énergies renouvelables et le nucléaire, ce sont des énergies complémentaires. Et donc l'objectif c'est d'essayer de voir comment, à l'échelle internationale, faire prévaloir en quelque sorte cette préoccupation de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la loi française dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais la France est plutôt un bon élève à l'échelle internationale. Ça n'a de sens véritablement que si on le fait à l'échelle internationale, et là c'est tout l'enjeu de la réunion de la fin de l'année, sachant qu'il faut répondre à plusieurs questions. C'est quel est le meilleur mécanisme? Est-ce que c'est une taxe sur le carbone? Moi je suis assez favorable à la taxe sur le carbone. Je crois que c'est un bon système parce que c'est clair, ça envoie un message, mais il faut que ce soit une taxe qui soit appliquée à l'échelle mondiale. Alors la deuxième question, c'est une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on fait une taxe carbone sur la production d'énergie ou sur la consommation d'énergie? Est-ce que c'est l'empreinte carbone ou est-ce que c'est l'émission de carbone dans le pays qui produit? Pour être concret, quand les Chinois fabriquent des produits qui consomment beaucoup d'énergie fossile et que nous achetons ces produits, est-ce qu'on doit taxer les Chinois ou est-ce qu'il faut taxer les Français qui consomment les produits chinois? Voilà, c'est ça la grande difficulté. Alors je crois que c'est un enjeu politique important. La loi en tout cas s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation et de ce point de vue, je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est parfaitement compatible, les deux sont complémentaires. Si vous voulez, en matière de politique énergétique, on est dans le long terme. Il faut avoir des objectifs à long terme, indépendance énergétique, mix relativement diversifié parce qu'il faut de la flexibilité. Si vous voulez, nous sommes en 2015, prévoir la consommation d'énergie ou la production d'énergie en 2050, à mon avis, c'est pas très raisonnable. C'est intéressant de le faire si on veut faire un débat, provoquer la réflexion, c'est un exercice. Mais si vous voulez, imaginons qu'on fasse la même chose, on est au moment du premier choc pétrolier et on dit quelle sera la situation en 2015. C'est à peu près la même chose. Hein. Donc en 1974, au moment des chocs pétroliers, qui aurait pu dire ce que serait la situation en 2015 et ce qu'est en effet la situation en 2015. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut de la flexibilité.
Alors, les renouvelables comme le nucléaire, ce sont des énergies qui ont à long terme vocation à se développer de façon complémentaire. Alors, chaque pays pourra, je dirais, choisir une proportion plus ou moins élevée. Et je pense qu'il faut une certaine neutralité technologique, c'est-à-dire neutralité technologique ne signifie pas ne rien faire, de laisser faire simplement les mécanismes du marché. La neutralité technologique, ça veut dire qu'il faut éviter de la discrimination négative ou même trop positive. Parce que, par exemple, on a beaucoup aidé les renouvelables à leur début, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant que les technologies sont matures, il faut arrêter un mécanisme qui a des effets pervers au bout d'un certain temps. Donc, si vous voulez, moi je suis assez favorable à une intervention de l'État dans ce domaine, mais il faut que la règle du jeu soit la même pour tout le monde. Et je crois que les Anglais ont raison. On regarde toujours la politique allemande. En fait, à mon avis, ceux qui ont la bonne politique énergétique aujourd'hui, c'est les Anglais. Parce que les Anglais, ils misent sur l'efficacité énergétique, ils misent sur une sortie des énergies carbonées, et ils misent sur deux choses en termes de production, le nucléaire d'un côté, les renouvelables de l'autre. Et donc dans les deux cas, ils ont conscience qu'il faut que l'État intervienne. Mais il faut que l'État intervienne de façon, je dirais, équitable dans les deux cas. Et je crois que le mécanisme des contrats pour différence qui est mis en place pour le nucléaire anglais est un très bon mécanisme. Et le mécanisme des feed-in premium qu'on va mettre en place à l'échelle européenne pour les renouvelables, c'est-à-dire vous vendez au prix du marché, mais vous aurez un complément de revenu, c'est un mécanisme qui est très proche du système des contrats pour différence, et je dirais ce mécanisme-là respecte le traitement équitable entre les deux énergies. Et donc je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Oui, c'est un outil qui permet de revoir périodiquement les projections, les prévisions à 5 ans, si vous voulez, ce sont des plans quinquennaux. C'est une très bonne chose, c'est une sorte de programmation revolver, comme on dit, c'est-à-dire qu'on introduit de la flexibilité. Je crois que le point important, c'est d'introduire de la flexibilité, parce que c'est très difficile d'anticiper les évolutions au niveau de la demande ou au niveau de l'offre, a fortiori au niveau du progrès technique, parce que la principale difficulté, c'est le progrès technique, c'est d'anticiper les mutations technologiques. Donc à l'horizon 2050, par exemple, c'est très difficile. Vous voulez, prévoir 2050 aujourd'hui, c'est comme prévoir la situation actuelle quand on était au moment des chocs pétroliers. On a beaucoup de mal à anticiper ce qui peut se passer. D'ailleurs, moi j'ai présidé une commission sur énergie 2050, on a dit au ministre 2050, on ne sait pas quoi vous dire. On peut vous parler de 2030 parce qu'il y aura un certain nombre d'inerties. Mais 2050, le champ est extrêmement ouvert, si vous voulez. Et la principale difficulté, c'est bien le progrès technique, parce que les mutations technologiques sont importantes pour les renouvelables, le stockage de l'électricité, etc. Mais aussi pour le nucléaire, parce qu'on oublie souvent qu'il y a un potentiel important de progrès technique dans le nucléaire, les prochains réacteurs, et il faut s'attendre là aussi à des mutations possibles.